Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Alors aujourd'hui, nous allons changer un peu les choses avec un format un peu plus détendu que nous avons ingénieusement appelé le Chill Talk, au cours duquel nous allons de manière plus relaxe discuter de différents thèmes que on pense pourraient être intéressants pour vous, sans structure particulière. Alors, le thème de notre premier Chill Talk, c'est le team building. Alors, Emma, dis-moi, qu'est-ce que c'est que le team building? Alors, j'aimerais donner une définition d'abord trouvée sur Internet et puis ensuite on verra. D'accord. Alors, le team building en français, renforcement d'équipe ou consolidation d'équipe, est une méthode dont l'objectif est le resserrement des liens sociaux au sein d'un groupe de personnes appartenant à une entreprise ou à une institution. D'accord. Alors, je pense que déjà le terme renforcement d'équipe ou consolidation d'équipe nous éclaire un peu plus. Voilà, c'est le cœur même de la définition, c'est le noyau de ce que c'est que le team building. Il permet de renforcer l'équipe en fait, voilà, comme c'est dit dans la définition. Et la définition dit que c'est une méthode. Donc, comment cette méthode-là se manifeste, comment on l'appelle, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on verra. Oui. C'est justement de ça que nous allons parler aujourd'hui en détail. Voilà. Ok. Alors, d'après toi, comment on sait qu'on a besoin de team building? Bon, moi je me dis déjà peut-être quand il y a des problèmes qui surviennent. Par exemple, on n'a pas les résultats qu'on veut. Oui. L'équipe est toujours en retard pour livrer, ou les rendements ne sont pas au niveau espéré, prévisionnel. Enfin, il y a des petits couacs quand même dans la manière dont l'entreprise fonctionne. À partir de là, on peut ça peut être différents problèmes. Donc, je pense à partir de là, il faudra enquêter pour savoir d'où vient le problème. Et une grande partie, parfois, des problèmes, c'est le personnel. Et le personnel, c'est-à-dire? Le personnel de l'entreprise, les personnes, les membres de l'équipe. Voilà, oui, le personnel d'une entreprise. On est dans une entreprise, ou bien sur un projet, et on n'a pas les résultats qu'on veut. Oui. Alors, une fois qu'on a éliminé toutes sources de problèmes potentiels matériels, on doit se tourner vers le personnel. Et je pense que c'est à ce moment-là, peut-être, probablement, que le manager ou le chef d'équipe ou le chef de projet peut penser à faire peut-être une séance de team building pour aider. Oui, bon, dit comme ça, moi j'entends très bien. Mais du coup, j'aimerais quand même qu'on évoque des situations concrètes. Disons précises. C'est sûr qu'on ne peut pas tout aborder ici, mais des situations précises qui te mettent la puce à l'oreille, qui te font dire, ok, peut-être que mon équipe a besoin de team building. Est-ce que ce serait par exemple le fait que les collaborateurs sont tout le temps en retard sur leur délai? Oui. Est-ce que ce serait, je ne sais pas, le fait qu'il y ait de la tension dans l'équipe, une tension dont on ne sait pas trop quelle est la source, ou en tout cas on n'arrive pas à voir le bout du tunnel depuis que ça a commencé, mais voilà, on ne sait pas comment gérer ça. Est-ce que c'est, par exemple, une situation qui peut donner lieu à ce qu'on fasse du team building, par exemple? Oui, ça, ce sont des situations particulières et précises. En fait, la raison pour laquelle moi je suis partie d'un point de vue général, c'est parce que ce qui saute aux yeux en général tout de suite à un chef d'équipe ne sont pas ce que tu dis là. Ce qui lui met la puce à l'oreille en premier, c'est le manque de résultats. C'est ça, la performance qui baisse. Voilà, et après il commence à enquêter pour savoir d'où vient ce problème. C'est là qu'il commence à observer. Et si son enquête le mène, justement, moi je dis même pas forcément. Mais non, si son enquête lui le montre tout de suite que c'est un problème de personnel, de cohésion, oui, là il va se tourner vers le team building. Maintenant, moi, là où je vais plus loin, c'est que même si son enquête ne lui montre pas explicitement que c'est un problème, mais que tous les problèmes potentiels d'ordre matériel ont été éliminés, et je trouve qu'il doit quand même faire du team building avant. Ok. Ça me paraît complètement. Oui. Parce que si là, c'est tout ce qui est matériel, c'est-à-dire là, regardez, on a bien tout ce dont on a besoin, tout roule, mais il ne voit peut-être pas de conflit, il ne voit peut-être pas de
de manque de motivation auprès des employés, ne remarque peut-être pas ça, mais il y a quand même un problème mystérieux qui empêche qu'on travaille bien, qu'on respecte nos délais. Moi, je pense qu'à ce moment-là, sans besoin de plus tergiverser, il doit faire du team building. Et ce que tu dis, ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose qui m'est souvent revenu, moi, de la part des managers. Ils disent souvent que leur équipe ne sont pas, enfin, les membres de leurs équipes n'ont pas l'air de saisir la mesure de ce qu'ils font au quotidien. Ils ne saisissent pas, disons, la mission. Ils ne sont pas véritablement investis dans ce qu'ils font au quotidien dans le travail. Et pour moi, c'est également une situation qui peut... Ça, en tant que manager, là, ça c'est un manager qui a diagnostiqué un problème qui est lié directement à son équipe. Là, c'est clair qu'il doit aller faire le team building. Voilà, quelqu'un qui a un problème qui est lié à son personnel, il faut faire du team building d'abord. D'accord. Voilà. Mais non, c'est juste que je dis, même si on n'a pas diagnostiqué le problème directement lié au personnel, mais que ce n'est pas un problème lié au matériel ou à la structure, c'est-à-dire aux autres aspects, et que c'est un problème qu'on n'a toujours pas identifié, même si on n'a pas encore réalisé que c'est un problème lié au personnel, il faut quand même faire il faut le faire. Il faut le faire. Je suis d'accord. Il faut faire le team building. Je suis d'accord. Parce que c'est probablement là le nœud du problème. Très probablement. Parce que ce sont les personnes qui font l'entreprise. C'est ça. Alors, maintenant qu'on a en quelque sorte décidé remarqué qu'on a un problème, quel qu'il soit, et que c'est un problème lié au personnel, quelles sont les solutions, les approches que les gens ont souvent, les managers ont souvent pour régler ces problèmes-là? Que ce soit le manque de motivation, de non-respect des délais, la présence de tension au sein d'une équipe et autres. De mon expérience et de mon observation, la plupart des managers que nous avons ici, bon, je parle de ce que je connais et de ce que j'ai observé, ils ont tendance à... Bon, moi je les classe en 3 catégories principales. Il y a les premiers qui sont dans ce qu'on appelle le micromanagement. C'est-à-dire qu'ils sont sur le dos de leurs équipes. Ils cherchent à faire les choses presque à leur place. Ils cherchent à tout contrôler, à tout diriger, à leur dire faites ci, faites ça. Et ils n'ont pas la permission de s'écarter, ne serait-ce qu'un petit peu de ce qu'on leur a donné comme directive. Et ça, c'est le micromanagement. Ça, c'est la première chose qui est observée sous nos cieux. Il y a les managers également qui sont, disons, taxés de toxiques. Et dommage, je ne peux pas dire le contraire parce qu'ils usent de ce qu'on appelle les menaces. Ils sont très, très, très toxiques dans la façon dont ils gèrent les choses. Ils vont... En fait, c'est ce qu'on observe le plus, je pense. Ceux qui ont les menaces faciles, je vais te virer, je vais te faire telle coupure sur ton salaire, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Ce sont des menaces persistantes, des menaces constantes. Donc ça aussi, on observe beaucoup sous nos cieux. Et je ne saurais dire si ce sont les pires, ceux dont je vais parler maintenant, mais j'ai l'impression, pour moi, c'est vraiment les pires. C'est ceux qui ne font rien. C'est-à-dire qu'ils sentent bien, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a un problème. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne vont pas bouger le petit doigt pour changer quoi que ce soit, parce qu'ils s'espèrent que les choses se règlent toutes seules d'un coup de baguette magique. Excuse-moi, il y a encore ceux qui pensent que l'argent règle tout. Non, en fait, je pense que là, ils sont au même niveau que les toxiques. Oui, parce que, oui, parce qu'en fait, ils te menacent. Si tu ne fais pas, tu seras puni. Mais si tu le fais, je te donne peut-être une petite prime. C'est vraiment c'est les mêmes. C'est ceux qui menacent qui souvent utilisent. En fait, c'est le versant pour motiver. Après, ceux qui font du micromanagement aussi tombent dans ce travail parfois. Mais moi, tu les as divisés en 3 catégories, je pense. Ceux qui font du micromanagement en général, ils ont de bonnes intentions. Ils veulent bien faire, ils veulent résoudre le problème. C'est juste qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ceux-là, ce sont les managers quand même les plus proches. Non, oui, ils sont, en tout cas, ce sont les plus proches. Ceux qui sont plus faciles à ramener sur le droit chemin. Tout à fait. Avec eux, avec un peu de formation, de problème, on peut en faire des stars. Totalement. Ceux qui ont un management toxique, ça c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un état d'esprit déjà où on n'a plus cette connexion avec son équipe. On n'a plus aucune empathie, qui est quand même dans le fait de l'empathie, c'est mon truc. Je suis désolée, je ne peux pas. Moi, c'est la mascotte de l'empathie ici. Totalement.
ceux-là, ils ont perdu le fil du projet, ils ont perdu en fait. Il faut encore beaucoup de choses. Ils sont absolument focus, résultats, performance, argent. Voilà, ceux maintenant qui ne font rien, ça, moi je dirais, ils sont incompétents. Oui. Il y a rien à repêcher. Moi, je dirais plus loin en disant, quand vous avez un manager, quand vous êtes, je sais pas, un chef d'entreprise et que vous avez un responsable d'équipe qui voit qu'il y a un problème dans son équipe et qui ne fait rien, sachez qu'il est temps de le démouvoir. Il doit redevenir un membre lambda de l'équipe et quelqu'un d'autre va prendre la place de responsable. Parce que quelqu'un qui ne veut rien faire, il y a rien en fait qu'on peut faire là pour le pousser. Donc, il faut le démouvoir. Il n'y a pas d'espoir pour celui-là, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'il y a encore besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de revenir à la place d'être manager. C'est là, d'ailleurs, pour moi, quand on revient au fait de bien choisir son manager. Oui. On ne choisit pas un manager parce qu'il a été à sa position précédente et qu'il a excellé, en tout cas qu'il a passé un long moment à cette position-là et qu'on ne sait pas quoi lui faire comme promotion, on le passe manager. C'est ce qu'on observe la plupart du temps. Oui, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça s'il y a un accompagnement, une formation. C'est-à-dire, d'accord, je ne sais pas, Jacques est au poste là depuis maintenant 5 ans. Après 5 ans d'ancienneté, il peut être manager responsable d'équipe. Nous voulons qu'il soit responsable d'équipe. On doit lui faire une petite formation de gestion d'équipe, voilà, pour qu'il sache comment gérer son équipe et tout ça. Il y a beaucoup de formations très courtes qui existent. Il prend 1 semaine, 2 semaines, il fait un petit programme. Très peu coûteuse. Oui, il suit un petit programme ou alors il y a un coaching en interne qui est fait pour ces personnes-là et on lui fait passer ce cap-là avant de le promouvoir. Ça vient dans le package de promotion. Tu es promu, mais voilà, avec la promotion vient 2 semaines de formation intensive sur la manière de gérer une équipe. Ça sont aussi des choses qui doivent s'adapter dans les entreprises. C'est ça. Du coup, moi, ça me conduit. C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais que tu approfondisses un petit peu sur ce qui fait que les archétypes de managers dont on a parlé tout de suite là, qu'est-ce qui fait que leurs solutions ne fonctionnent pas? Micromanagement, management toxique, tout ça. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, là, comme c'est pas le micromanagement, qui est le premier qu'on a évoqué, c'est juste que ça fait disparaître toute estime de soi qu'un employé peut avoir. C'est-à-dire, ça leur enlève tout pouvoir et toute possibilité de faire quoi que ce soit. Si je sais que je suis micromanager, c'est-à-dire qu'il y a mon manager qui est tout le temps derrière moi et tout ça, je ne prends plus d'initiative. Je ne cherche pas, je rencontre un problème, je me dis, oh, je vais appeler monsieur Jean pour lui demander. Je ne vais plus essayer de pousser, je ne vais plus essayer de donner le meilleur de moi-même. Et ça, ce n'est pas une manière de devenir une équipe et d'avoir des rendements incroyables. Effectivement. À part ça, il y a une forte tension psychologique qui est sur ces employés-là. Il y a un mot là, la mode d'ailleurs pour dire ça, charge mentale. Bon, il y a la charge mentale, possiblement, je pense que c'est plus le stress permanent qui vient avec. Après, il y a aussi le fait qu'on se sent acculé, comme il y a toujours quelqu'un là. L'image est parfaite. Tu vois, comme on dit en anglais, breathing on your neck, comme s'il y a quelqu'un qui est toujours en train de respirer dans ton espace personnel, en train de respirer sur ton nez. Ce que tu fais. Voilà, donc, tu vois, il observe tout ce que tu fais, il est là, et sa présence est tellement proche que ça met très mal à l'aise. Elle est pesante en fait, parce que en fait, tu n'as pas de liberté pour agir. Totalement. Étouffante. Totalement. Tu n'as pas la liberté d'être toi. Voilà. Et de fournir le meilleur. Et ça tue la créativité. Exactement. Et ça n'aide pas vraiment à redresser les choses de ton côté. Le management toxique, je pense que cela va de soi. Hein. Ce n'est pas une manière de faire fonctionner ici. Le micromanagement met déjà les gens sous tension. Alors imagine, le management toxique, comment ça met les gens sous tension? On dit ça, mais je n'ai pas tellement l'impression que ça soit compris. Non, les gens, en fait, ils mélangent ça en pensant que c'est juste un esprit de compétitivité qui est mis en avant. Et comme quoi, oui, on est en train de motiver les gens à aller donner d'eux-mêmes, de plus le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'on se dit, oui, s'ils ont peur, ils vont se battre plus. S'ils ont peur de perdre le travail, s'ils ont peur de perdre je ne sais quel avantage, ils vont se battre plus, ça va leur mettre un peu le feu aux fesses, tu vois. Mais ce n'est absolument pas ça. Ce n'est pas ça va lui mettre le feu aux fesses, mais
dans la précipitation, dans la nervosité, il y a beaucoup plus d'erreurs qui peuvent se faire. C'est ça. Et surtout, si ça fonctionne à court terme, ça fonctionne qu'à très, très court terme. Oui, à long terme, ça fonctionne à court terme. À long terme, et il y a, on va dire, la fatigue. Oui. La fatigue. Être constamment sous une grosse pression. L'épuisement mental et nerveux que ça donne, qui fait que la personne ne peut plus produire d'aussi bon rendement que depuis. C'est très épuisant psychologiquement d'être dans un environnement toxique. Et comme ça ne permet pas de fleurir et de grandir non plus. Donc, ça, voilà un peu ce que ça nous apporte. Et ceux qui ne font rien, comme je dis, c'est les incompétences. C'est un signe d'incompétence très grave. Ce n'est pas un leader. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui va redresser les choses et ne faire rien. Donc, soit ça se résout tout seul, soit ça se prend un mur. Cette personne n'a pas il ne sert à rien, en fait. Il ne fait rien. Qu'il soit là ou pas, c'est égal. Donc, je pense que cela va de soi que ce n'est peut-être pas aussi... Bon, après, les membres de l'équipe vont se sentir abandonnés. Parce qu'ils n'ont plus de direction. Et les choses vont aller dans tous les sens et tout ça. Et ça aussi n'aide absolument pas. Alors, on a parlé de toutes ces mauvaises approches. Alors, selon toi, quelle serait une meilleure alternative à tout ça? Quelle serait la solution quand moi, je suis responsable de l'équipe, je vois que ça ne va pas dans mon équipe, la machine n'est pas bien huilée, ça ne tourne pas comme il faut. Qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Alors, j'ai envie de répéter encore une fois que toutes les solutions qu'on a citées là ne sont pas en fait des solutions, c'est des fausses bonnes idées. Ça ne fait que plomber davantage l'équipe. Donc, définitivement, ce qui est le plus pertinent, à mon sens, à notre sens, c'est le team building, encore une fois. Et d'ailleurs, j'ai envie de relire une définition différente de celle qu'on a déjà donnée au départ. D'accord. Donc, le team building, il peut également être défini comme une activité proposée aux salariés, aux collaborateurs, dans le but de rassembler un groupe de personnes d'un service, d'une filiale, d'une entreprise, pour prendre conscience que le collectif et l'équipe sont toujours plus forts que la somme des individualités. D'accord? Ça, c'est une définition très forte. Bien élaborée. Oui, oui. J'aime bien la fin où on a parlé que le collectif de l'équipe est plus puissant que la somme des individualités. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'esprit est mis sur l'équipe, les forces que l'équipe a. C'est ça. C'est-à-dire que si chaque membre de l'équipe est individuellement puissant, il ne sera jamais aussi puissant que si toute l'équipe s'unit. Une bonne manière de visualiser ça, c'est les systèmes d'engrenage qu'on voit. Un engrenage, il a sa force. C'est ça. Mais quand il est dans un système et qu'il y en a un autre et qu'il fonctionne bien de manière synchronisée au même rythme, ça actionne des mécanismes encore plus puissants. Même si chacun de ces engrenages avait fait des choses de leur côté, ils n'auraient jamais pu avoir cette même force-là de frappe que eux tous ensemble dans un système bien organisé et qui est bien synchronisé, qui va au même rythme. Donc, c'est justement pour ça que le team building est pertinent, parce qu'il va permettre d'huiler le système et de faire en sorte que celui-ci fonctionne au mieux. D'accord. Voilà. Alors, cela dit, tel qu'on l'a présenté et tout, qu'est-ce qui d'après toi fait que le team building est aussi efficace? Qu'est-ce qui d'après toi fait que le team building fonctionne? Je pense que c'est le fait surtout que ça cible directement les problèmes et c'est ciblé aussi sur des activités, c'est les activités qui sont souvent pratiquées lors d'une séance de team building. Ce sont des activités qui aident à cultiver certaines qualités, telles que par exemple une amélioration de la communication, on peut avoir une activité qui est ciblée sur ça, le renforcement de la cohésion d'équipe, une augmentation de la productivité, la stimulation de la créativité, le renforcement des conflits et plein d'autres choses. Donc, différentes choses qui sont nécessaires à une équipe pour qu'une équipe soit au mieux de son être. D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que pour faire du team building, on commence par faire un diagnostic. C'est toujours mieux, oui. Comme ça, on sait ce qu'on cible. Oui. Et donc, les activités qui sont proposées dans le team building, elles ciblent justement... Ça, c'est le team building qu'on fait pour résoudre un problème. Après, il y a, on va dire, un peu comme la routine.
Le team building qui n'est pas forcément là pour cibler un problème en particulier. Ok. Qui est juste pour maintenir la bonne cohésion. D'accord. Et là, ça peut être des activités qui font un peu de tout en même temps. Mais si c'est vrai qu'on a un problème, si on est une entreprise quand même, on sait que dans notre équipe, ici, on a vraiment des problèmes de communication, les formations n'arrivent jamais au bon moment, au bon endroit, ou quoi. Alors oui, l'activité qu'on va faire sera ciblée sur ça. Mais si en général, on n'a pas vraiment de problème, on n'est pas dans une situation où on a un problème en particulier, mais on veut peut-être améliorer, ou bien nous commençons un nouveau projet et on veut commencer sur un bon pied, on fait une petite activité de team building avant de commencer le projet pour s'assurer que voilà, tout le monde est au même pas, tout le monde est né. Ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'entretien, oui. C'est-à-dire le fait de faire du team building, même si on n'a pas une situation, un problème spécifique identifié, moi, ça me fait penser à presque, comment dire ça, l'entretien je donne un exemple, l'entretien d'une voiture. Oui. C'est-à-dire que tu sais que tu utilises ta voiture, mais tu sais qu'à à une certaine fréquence, il faut que tu fasses une révision, il faut que tu ailles chez un professionnel, un mécanicien ou que bon, déjà, on n'oblige pas la loi générale, surtout ici, de faire les visites techniques une fois par an pour s'assurer que tout va bien. Donc ça, c'est un diagnostic. Voilà. Okay. En dehors de ça, régulièrement, selon les modèles de voiture, il faut faire une vidange régulièrement. Oui. Il y a une période donnée à laquelle il faut faire la vidange. Et quand on laisse passer cette période-là, les problèmes commencent. C'est pas que les problèmes se posent et on va faire la vidange. On sait qu'après tel nombre de temps, je dois faire ma vidange. Et si je ne la fais pas, il y a des possibilités que la voiture ait des problèmes. L'image est la même en fait. Oui. L'analogie est pareille en fait. Ok. Alors, selon toi, quel serait un exemple d'activité de team building pour une entreprise? Nous, ici, nous sommes une petite entreprise. Disons, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire comme team building? D'accord. Un exemple de team building là, comme ça, sans trop réfléchir, je vais te parler de chasse au trésor. C'est quelque chose qui va parler à tout le monde, je pense. La chasse au trésor, le principe, il est très simple. On cache un trésor quelque part, on vous donne une carte qui va vous guider pour trouver le trésor. Le but pour l'équipe, justement, c'est de trouver le trésor. Mais pour ça, ils ont besoin de récolter des indices, de faire la chasse aux indices, justement, d'interroger des gens, de résoudre des énigmes. Et dans ce processus-là, l'équipe est amenée à cultiver un certain nombre de choses. La communication, la compréhension des uns des autres, tirer profit des forces de chacun, comprendre les faiblesses des uns des autres. Oui, puisque je suppose qu'il faut attribuer une mission à chaque personne. Voilà, il faut collecter les informations. Totalement. Mais ok, d'accord. Mais est-ce que, supposons, parce que ça c'est ce que moi je vois beaucoup les gens qui font les activités de renforcement d'équipe ici, c'est juste des sorties. Genre, on va peut-être en excursion quelque part, je suis très content que on sort, on va à la plage, ou bien on organise un déjeuner d'entreprise, ou bien très souvent aussi ce qu'on voit c'est pendant les périodes de fête de fin d'année, les entreprises organisent une fête pour des sorties d'entreprise, ce genre de choses. Donc voilà, beaucoup de personnes. Moi, j'ai même vu, parfois dans les offres d'emploi, il y a la catégorie team building où il y a barbecue. On organise souvent des barbecues. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai eu une expérience professionnelle dans laquelle, dans l'offre d'emploi, non pas dans l'offre d'emploi, dans comment dire ça, sur la page LinkedIn de l'entreprise pour laquelle j'allais postuler, j'avais lu des commentaires qui laissaient entendre que l'équipe était très soudée et que c'est parce qu'elle fait régulièrement des team building. Donc ça m'avait stimulé à postuler pour aller dans cette entreprise-là. Donc quand j'ai postulé, que j'ai finalement obtenu le poste et tout, je suis entré dans l'entreprise. À un moment donné, au bout d'un certain temps, j'ai été curieux, je me suis dit, mais à quel moment vous organisez les team building dont j'ai entendu parler, en tout cas que j'ai lu sur votre page LinkedIn? Et à ma manager de l'époque de me répondre, ok, en fait, on n'organise pas si régulièrement des team building, on en a organisé qu'un et c'était l'année dernière. Et j'ai demandé quelle forme ça avait pris. Elle m'a répondu, en fait, c'était une sortie d'entreprise qui était prise en charge par l'entreprise. Bien sûr, je ne peux pas citer son nom. Mais voilà, la sortie était sur Grand Popo. C'était un dimanche, toute l'équipe est sortie, ils sont allés visiter, manger, s'amuser. En fait, c'était ça, en fait. Oui, ça c'était un moment convivial. C'est ça.
Et mon problème, c'est que c'est pas tout à fait ça le team building. Repartons sur cet exemple-là. Oui. Où ils veulent bien faire la chose. Tu vois, il y a déjà une volonté. Oui. L'entreprise met les moyens. On prend les dispositions, on dit tout le monde vous venez et nous allons à un camp pour passer la journée, voilà, découvrir un peu des sites ensemble et après prendre un repas et après on rentre. C'est déjà une très bonne idée. Voilà. Mais vous n'avez pas fait tout le chemin. Maintenant, il n'y a pas d'activité. Ça, c'est un moment de convivialité pour resserrer les liens sociaux au sein de l'entreprise. Mais il n'y a pas d'activité pour travailler sur certains trucs. La manière dont on collabore ensemble, la manière dont on communique, comment on fonctionne ensemble. Et attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut parler boulot sur le moment. Hein. Il faut parler dossier ou ce genre de choses. Non, c'est pas ce qu'on dit. On reprend le même exemple. Et supposons à un moment, peut-être avant le déjeuner, on arrive, on se pose 1 heure avant et on décide qu'on va faire un puzzle géant de 1000 pièces. Toute l'équipe s'y met pour faire le puzzle, donc on doit travailler, collaborer ensemble pour résoudre un peu cette énigme-là, de reconstituer le puzzle. Voilà, c'est pas les uns contre les autres. On a un puzzle géant de 1000 pièces, on dit voilà, vous avez 1 heure pour le faire. C'est un petit challenge fun. Oui, on s'amuse quand même. Qui stimule toute l'équipe. Oui. Qui stimule la cohésion de l'équipe. Voilà, et ça peut aussi travailler différentes parties, comment je vais dire, ça fait travailler différentes qualités, différentes compétences. Voilà, c'est le mot compétences. Voilà, quelqu'un doit regarder l'image, s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Quelqu'un fait ce point-là, quelqu'un d'autre fait ce point-là. Après, on va le mettre ensemble. Voilà, quelqu'un a quand même une vision d'ensemble pour s'assurer que, voilà. Tout se passe bien. Voilà. Et dans le même temps, on doit communiquer. Ah, moi, j'ai telle pièce, ça ne rentre pas ici. Voilà, moi, je suis au coin gauche, j'ai telle pièce à l'aide du coin droit. Je passe au coin droit. Tu vois, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent se passer. Et ce que j'aimerais ajouter quand même, pour encore parfaire les choses, se faire accompagner par un expert, un professionnel sur place, ça va donner davantage de pertinence à l'activité parce que le personnel va voir des choses de son œil externe, de son œil extérieur et par son expertise. Il va voir des choses, il va identifier des problèmes, il va identifier des incentives. En fait, il va identifier plein de choses qui vont vous permettre d'améliorer la cohésion de l'équipe. Donc, se faire accompagner déjà, dès qu'on a l'intention de faire le team building, de ne pas aller à l'aveugle, contacter des professionnels pour aider à guider au choix des activités ou différentes choses. Totalement. Moi, j'ai quand même, une dernière question, on va dire. Selon toi, il faut faire du team building dans ce cas en tant qu'entreprise à quelle fréquence? Selon moi. Est-ce qu'une fois par an, comme on a dit tout à l'heure, là, c'est suffisant? Non, moi, je me dis tous les 3 mois. Moi, je me dis 3 à 4 fois l'année, selon l'entreprise. D'accord. 3 à 4 fois l'année. D'accord. Un team building de routine comme ça. Mais tu le verrais de grande envergure comme la sortie d'entreprise telle qu'on a quelque chose comme ça qui prend toute une journée, qui mobilise quand même une équipe assez conséquente. Voilà, un peu plus comme ça, oui. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus régulièrement, mais peut-être moins grand? Bon, oui, bien sûr. C'est toujours mieux d'avoir une régularité, une fréquence. Une bonne fréquence. Oui, c'est justement la bonne fréquence qu'on Oui. Moi, comme je dis encore une fois, 3 à 4 fois l'année. Comme ça, on peut prendre toute l'entreprise, ou une grosse partie, un département entier. Et parce qu'il faut aussi commencer par ramener les choses à leur place. Le team building, toi, tu as même dit, c'est un dimanche, non, le team building ne se fait pas pendant les jours de repos du personnel. Le team building doit se faire pendant un jour de travail, pendant les heures de travail. Donc, envoyer tout le monde comme ça, c'est un coût pour l'entreprise. Donc, non seulement le coût d'organisation, mais aussi le coût qu'on perd en ne faisant pas travailler les gens une journée. C'est pour cela je ne pense pas qu'il soit raisonnable de demander à une entreprise de faire ce sacrifice-là plus régulièrement que 4 fois l'année. 4 fois l'année, ça semble tout à fait raisonnable pour maintenir les choses. Maintenant, à part cela, on peut régulièrement à plus petite échelle, peut-être une fois par mois, avoir un moment un peu plus détendu. Peut-être ça peut être le dernier vendredi du mois. Voilà. On prend 2 heures dans la journée
où on fait une petite activité au sein de l'entreprise. Une sorte de team building express, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Tu vois, le truc de puzzle, là, maintenant, justement, on peut le faire. Et toute la journée qu'on veut faire de ça, on peut prévoir alors quelque chose de plus structuré, justement par un expert, qui ne sera pas juste à nous balader, à nous manger, mais qui va peut-être prendre plus de temps, peut-être une demi-journée. C'est pour ces moments-là. Et voilà, des choses beaucoup plus simples qui peuvent se faire à l'intérieur en quelques temps. On le réserve peut-être pour voilà, des jeux peut-être, mais des jeux qui font qu'on doit collaborer ensemble et travailler ensemble pendant 1 heure ou 2 au sein de l'entreprise. Ça, tous les mois. Ah, voilà. D'accord, moi ça me va. Ça me va. J'ai quelque chose à. Bon, ça sert un petit peu de mot de fin pour moi, mais oui. Voilà, je veux dire, le team building, ça rend une entreprise sexy en fait. Quasiment. Parce que je vais dire, c'est littéralement ça qui m'a fait aller dans l'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai été un petit peu déçu de me rendre compte que les choses ne se passaient pas comme je l'espérais. À nos chefs d'entreprise, nos responsables d'équipe, nos managers, un conseil qu'on vous donne, rendez vos entreprises sexy en faisant du team building. Simple. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a une petite discussion quand même, je pense, très intéressante et très instructive. Alors, on vous laisse. Il n'y a pas de questions cette fois-ci, hein. Mais vous pouvez commenter. Oui, on laisse en vous demandant quand même de laisser dans les commentaires, de nous faire des suggestions sur ce que vous pensez qu'une séance de team building, à quoi ça peut ressembler selon vous. Est-ce que vous en avez déjà fait? Oui, et partagez vos expériences et ce que vous aimeriez faire si vous n'en avez jamais fait. Et si vous pensez que c'est justifiable pour votre entreprise, parlez-nous de ce que vous pensez du team building, tout simplement. C'est ça. Likez cet épisode. Abonnez-vous. Voilà, et pour ne pas rater le prochain Coach Talk, parce qu'il en aura d'autres à venir. Oui. Donc, si ça vous a plu, que vous voulez que le format continue, likez en masse. Là, on est sûr que c'est sûr, on va le refaire. Avec ça, on va vous laisser. Oui. Et d'ici là, gardez votre esprit d'équipe. Bye.